La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Aurélien Aramini conduit depuis plusieurs années un passionnant travail d'observation et d'écoute sur le racisme chez les jeunes. Il co-signe un nouveau livre sur le sujet tout à fait édifiant. On va en parler avec lui. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est cette expo sur les grands magasins à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Les grands magasins, eh bien, on les croise en français, notamment chez Zola, mais aussi en géographie ou en SE. Et puis rendez-vous enfin avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste des repas pour les sportifs. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Aurélien Aramini, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, chercheur associé au laboratoire Logique de l'Agir et vous publiez avec Chloé Santoro La classe fracturée, racisme et ségrégation spontanée dans un lycée professionnel. C'est dans la collection Champs social des éditions du Croquant. Je suis ravi de vous revoir. On vous avait accueilli il y a quelques années pour votre précédent livre. Oui. Il était intitulé Du racisme et des jeunes. Et je veux bien qu'on reprenne l'échange un petit peu là où on l'avait laissé. À l'époque, un petit peu ce qui avait au cœur du bouquin, au cœur de cette observation, c'était une définition de ce que vous appeliez la nature interactionnelle du racisme. Alors comme le mot peut sembler un peu compliqué. Oui, voilà, je veux dire, j'arrive ça, mais au fond, il est assez facile à comprendre. Mais rappelez-nous ce que ça voulait dire, ça. En fait, l'idée, c'est que lorsqu'on travaille sur le racisme, il faut essayer d'en chercher des causes. Et on peut chercher des causes aussi bien du côté des idées, des représentations, que du côté des interactions. En gros, les attitudes racistes s'expliquent soit par ce que l'individu pense, soit par ce qu'il vit. Et en fait, dans la dimension interactionnelle, on met en avant la dimension d'interaction en face à face. Et c'est à l'occasion de ces interactions en face à face que va apparaître tout un ensemble de conflits qui vont se dire dans des termes de race, les blancs, les arabes, les turcs, mais ça ne s'appuie pas sur une idéologie structurée. Il s'agit davantage d'une grammaire du conflit, pour le dire un petit peu techniquement, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces termes-là pour en fait expliquer ou comprendre des actions qui relèvent davantage d'une forme de conflit en face à face. Et qui ne sont pas forcément des insultes, des coups, quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, mais c'est une attitude de racisme qui existe, de méfiance. Voilà. Oui, tout à fait. Et vous l'avez examiné cette fois dans une ville imaginaire, Nance, ne cherchez pas sur la carte, ça n'existe pas. Plantez-nous quand même le décor, ça ressemble à une ville moyenne un peu désindustrialisée, qu'on on trouve malheureusement un peu partout en France. Là, on va dire qu'elle est dans le Grand Est. Oui, c'est une ville marquée par la désindustrialisation, mais aussi par la faillite des services publics. Les maternités ferment, les écoles sont rassemblées dans des grandes cités scolaires, on a plus de commissariats souvent. Bref, c'est un peu cette France des sous-préfectures, on peut dire. Cette France aussi qui est l'héritière des vagues d'immigration du XXe siècle. On a à la fois des enfants issus de l'immigration italienne, portugaise, mais aussi maghrébine, turque. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on a à la fois des jeunes qui vont s'identifier comme français, alors qu'eux-mêmes sont issus de vagues migratoires italiennes ou portugaises, et des jeunes qui sont français, mais qui s'identifient d'abord comme musulmans ou comme arabes et turcs. Et alors, si vous citez arabes et turcs, c'est pas un hasard, hein, c'est parce que dans la classe où vous avez été, il y a vraiment deux groupes. Il y a ceux qui s'identifient comme français, quitte effectivement à être issus de grands-parents ou d'arrière-grands-parents qui ne l'étaient pas, et puis les Turcs, les Arabes, qui eux-mêmes, entre eux, alors ils sont rejetés dans le même groupe, par les, entre guillemets, français, mais eux-mêmes, c'est pas si simple que ça. Eux-mêmes, c'est pas si simple que ça. Quand on connaît un peu l'histoire, on se comprend que ce soit pas simple, d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs, ces élèves vont nous expliquer comment, au fur et à mesure des décennies, les Arabes et les Turcs ont appris à vivre ensemble. Voilà. Ils expliquent qu'au début, justement, il y avait une insulte en turc pour dire, justement, les Arabes, et ils nous expliquent comment, justement, ils vont finalement se construire une communauté de destin, mais en réalité, et c'est là que c'est intéressant, justement, de travailler sur des entretiens qualitatifs. Donc, c'est comme dans du racisme des jeunes, il y a beaucoup de passages où ce sont les témoignages des élèves, beaucoup de citations, il y a des centaines de pages avec ma collègue Chloé Santoro qu'on a rassemblé, ces entretiens qui nous ont permis de voir qu'en fait, cet ensemble, il est faussement homogène. Et par exemple, le rapport à l'islam est très différent entre les jeunes issus de l'immigration algérienne et les jeunes issus de la communauté turque qui s'inscrivent dans une pratique très
très structurée et finalement autant communautaire que religieuse. Que religieuse, oui. Ce que l'histoire explique là aussi, parce que le grand retour de l'islam en Turquie, il est assez récent finalement, je parle de l'islam politique en tout cas. C'est une société en miniature que vous étudiez, une classe, 12 élèves, 12 garçons, on est dans un lycée pro et vous dites, au fond, même avec ces 12-là, si on creuse, si on y passe quelques centaines de pages, si on les écoute, on a un portrait de la société. Exactement. Et d'ailleurs, au départ, le livre va naître d'un signalement fait au service du rectorat concernant un problème de racisme. Au début, on n'en sait pas plus, et quand nous arrivons sur le terrain avec Chloé Santoro, au fur et à mesure des premiers entretiens, on se rend compte que la situation elle est beaucoup plus compliquée que cela. Et que si dans cette classe, 6 élèves considèrent être, en raison de leurs origines, victimes de racisme et de discrimination, ils sont moins bien notés, ils sont plus punis, les 6 autres récusent ces accusations, considèrent que ce sont des élèves exaspérants et qui les empêchent de travailler. Donc on a une classe finalement qui est en fait scindée en deux. Donc ça c'est la première fracture horizontale, mais on a une autre fracture entre ces élèves. Exactement, qui est verticale entre les élèves et leurs professeurs, en leur reprochant justement un discours qui ne s'adresse pas à eux. Quelque part on reproche à l'école d'avoir un discours qui ne tient pas compte de leur particularité. Et ce sont ces fractures qui donnent le titre au bouquin, La classe fracturée, qui désigne, je vous cite, l'échec de cette double relation, vous venez de le dire, entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. C'est un phénomène, je vous cite là encore, dites-vous, de ségrégation spontanée. C'est pas organisé, c'est-à-dire que vous arrivez, vous le constatez, il n'y a pas de manip derrière, il n'y a pas d'influence, ça s'est fait comme ça. C'est justement lors de l'interaction. Justement, ça permet de revenir sur la notion de racisme interactionnel. C'est que on n'est pas dans le cadre d'une idéologie structurée qui séparerait les uns, séparerait les autres. D'ailleurs, eux-mêmes le disent tous, on n'est absolument pas raciste, on n'a pas du tout de problème avec les autres cultures. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit en fait de positionnement dans la classe. Alors spontané. Une professeure d'ailleurs nous dit, ils se séparent tellement naturellement que c'en est véritablement troublant. Et spatialement, alors ce que l'on essaye de montrer, c'est que cette séparation spatiale dans la classe, elle ne fait que reproduire au niveau de l'espace scolaire. La séparation géographique, les endroits où ils habitent. Géographique. À Nantes. Un racisme d'ambiance en quelque sorte, dites-vous, des regards, des petites remarques, une connivence difficile à caractériser juridiquement. Ces élèves sont des étrangers les uns pour les autres, ils n'ont pas les mêmes délires, là vous mettez des guillemets. Au fond, alors ça c'est moi qui mets le mot, mais on est à la lisière d'une forme d'apartheid spontané. Quelque chose qui pourrait ressembler à cela dans la mesure où ces élèves ne partagent plus rien. Et c'est ça qui gêne finalement. On pourrait se dire après tout, c'est une communauté de communautés, mais l'école républicaine, ça la gêne. Dans la mesure où l'idée d'école républicaine, c'est construire des coopérations, c'est partager des valeurs. Or justement, là on est dans une situation, on va dire, limite, où justement on a l'impression qu'on a des élèves qui n'ont plus rien en commun, qui ne partagent plus, qui n'arrivent finalement plus à délibérer collectivement, à échanger, et toute occasion de délibération est l'occasion de reconflictualisation. Cela qui est extrêmement intéressant, c'est que... Vous racontez notamment d'ailleurs une intervention d'une association sur le racisme, ça se passe, c'est une catastrophe absolue, et là, d'une certaine manière, ils font corps, mais contre la formatrice. Exactement, donc c'est une grande association nationale qui intervient, on l'a fait intervenir d'ailleurs, elle intervient déjà dans du racisme et des jeunes, et là, dans une classe, ça se passe extrêmement bien, et dans l'autre, justement celle qu'on aurait le plus besoin, le résultat est absolument catastrophique. C'est d'ailleurs ce témoignage qui fait la jonction entre la première et la deuxième partie, où je termine en disant mais c'est pas l'individu, c'est le groupe. Et là, exactement. Oui, clairement, c'est une affaire de groupe. Et c'est là où vous mettez le doigt vraiment sur ce qui est en train de se produire. Aurélien Aramini est enseignant, il a travaillé sur la philosophie de l'éducation, il a précédemment publié Du racisme et des jeunes aux éditions de l'Aube. Il signe avec Chloé Santoro et La classe fracturée, racisme et ségrégation spontanée dans un lycée pro, c'est aux éditions du Croquant. On le retrouve, Aurélien Aramini, juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Burin. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ce matin, vous nous emmenez faire un petit peu de shopping. Ouais. Allez, du shopping. En tout cas, on va se balader dans les allées et dans les rayons de quelques grands magasins. C'est ce que nous propose de faire la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. C'est à Paris, du côté du Trocadéro. Tout à fait, avec la mise en avant de l'histoire des grands magasins en France, mais aussi à l'étranger de 1850 au XXIe siècle. C'est le titre de cette exposition qui met l'accent sur la naissance d'architecture exceptionnelle, à la fois éblouissante et fonctionnelle, dédiée aux nouveaux modes de consommation et dont l'influence irrigue notre société. C'est un bond dans le passé de plus de 150 ans qu'on vous propose, avec des architectures en perpétuel renouvellement qui façonnent autant et qu'elles reflètent la grande mutation de la société. 500 œuvres originales de nature variée, issues notamment des collections inédites des grands magasins. Une exposition découpée en 3 parties qui sont autant d'époques.
Oui, la première, c'est l'âge d'or des grands magasins, c'est le titre 1850-1930, le développement des transports, l'industrie, l'urbanisation des villes occasionnée par le Second Empire, qui métamorphose le commerce, l'émergence d'une nouvelle manière d'acheter, les grands magasins dotés d'une architecture monumentale, décors fantastiques, avec la mise en scène des marchandises et qui permet à la clientèle bourgeoise, bien sûr, de découvrir une nouvelle façon de consommer. La deuxième ? Et la deuxième, c'est le grand magasin, une machine à vendre, le titre de la partie. 1930-1980. Là encore, on fait un bond dans le passé, une période faste avec l'entre-deux-guerres, au cours de laquelle il y a le luxe, le goût, la joie aussi de vivre, les grands magasins qui font face là aussi à de nouveaux grands défis qui doivent s'adapter à une société de consommation, avec l'apparition en 57 des supermarchés, puis des hypermarchés cette fois-ci en périphérie des villes en 63, des grands magasins qui vont entrer dans une course de rentabilité et ainsi se transformer entre guillemets en machine à vendre. Dernière partie, le renouveau des grands magasins 1980 maintenant. Maintenant, demain, à vous de voir. Oui, la crise économique des années 70, l'expansion des grands magasins, largement concurrencés par les grandes surfaces qui se voient stoppées, avec une grave crise identitaire justement qui les oblige à revoir leur positionnement. Et puis après, on a connu autre chose, le commerce en ligne. Là, on est aux alentours de 1990. Le e-commerce, c'est ce qui fonctionne encore aujourd'hui. Et là encore, eh bien voilà, il va falloir que les magasins se réinventent. Donc, vous l'aurez compris, 3 thématiques abordées. Tout au long de cette exposition. 3 thématiques avec lesquelles, on l'aura compris, on fait de l'histoire, vous en avez fait, on fait de la géographie, on a Haussmann, on a de l'urbanisme, on a évidemment des sciences économiques et sociales, la consommation, mais avec les grands magasins, on a aussi de la littérature française. Elle s'est fait le reflet de ces grandes aventures. Je citais Zola. Au bonheur des dames. Voilà. Effectivement. 1883, c'est une histoire sentimentale, un roman qui entraîne nous, le lecteur, dans un monde des grands magasins, l'une des innovations, on en parlait, de ce Second Empire. On redonne les dates 1852-1870. Les travaux haussmanniens du Second Empire ont donc conduit une grande transformation de la capitale, un nouveau système de vente pour le domaine textile qui s'adresse aux bourgeois, des travaux menés par un certain Georges Eugène Haussmann, communément appelé le baron Haussmann. Haussmann, peut-être que ça vous parle, le temps d'en parler. C'est un ancien préfet, sénateur, député, c'est à lui qu'on doit la transformation de Paris, notamment, et on a Haussmann qui a eu cette obsession de la ligne droite, ce qu'on a appelé les grands boulevards. Et voilà, l'arrivée de ces grands boulevards, que ce soit du côté notamment de ce boulevard Haussmann, bien évidemment, la place de l'Étoile, la gare de l'Est à l'Observatoire, les Champs-Élysées, là aussi ils sont nés à cette période. Et puis on a l'objectif, améliorer l'hygiène, une meilleure qualité de vie. En fait, ils se sont rendus compte que c'était le cas à Londres à cette époque-là, puisqu'en fait il y avait déjà ces grandes allées et ces grandes artères. Et on s'est dit, pour les Parisiens, pour les Franciliens, il faut qu'on fasse pareil. Donc c'est ainsi qu'a été créé aussi des squares. Là encore, dans 80 quartiers de Paris, il y a des squares. Il y a le parc Montsouris, les parcs des Buttes-Chaumont, d'autres espaces qui ont été aussi aménagés. On pense au bois de Vincennes, on pense au bois de Boulogne. Et puis entre le 8e et le 9e arrondissement de Paris, vous avez moins de squares. Le boulevard Haussmann, avec les galeries Lafayette, autre grand magasin, vous le savez, qui porte le nom de Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, qui a longtemps été un officier militaire. Bon, pas de lien entre vraiment Lafayette, les magasins et, vous l'aurez compris, cet officier, mais en tout cas, ça a pris ce nom. Donc voilà, on est un petit peu dans ce triangle d'or aussi à Paris, il faut bon de le rappeler, le 8e, avec les Champs-Élysées ou encore l'avenue Montaigne, et puis la rue de Rivoli. Bref, des grands artères. Si vous êtes allé à Paris, vous savez de quoi je parle. Voilà, et si on est du côté du 16e, on va au Trocadéro pour voir cette exposition. Le petit rappel des tarifs ? Oui, 12 € pour le plein tarif, 9 € pour l'accès au musée. Pour cette exposition, c'est entre 9 et 6 €. C'est tous les jours, de 11h à 19h. Vous avez même une nocturne qui sera donc le jeudi. Ce sera jusqu'à 22h. Foncez-y. Tout ça au Troca. Merci beaucoup, cher Guillaume. La classe fracturée, racisme et ségrégation spontanée dans un lycée pro. Ouvrage signé Chloé Santoro et Aurélien Aramini. Aurélien Aramini qui est l'invité du Grand Oral. On le retrouve. Aurélien Aramini, vous proposez 3 grandes interprétations des accusations de racisme que vous avez identifiées. Il y a la défaillance culturelle, le réflexe de défense, le manque de reconnaissance. Si on explique un petit peu tout ça, ça renvoie à quoi, donc la défaillance culturelle? Alors en fait, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'il s'agit finalement derrière cette histoire de racisme? Parce qu'en fait, il n'y avait rien de palpable. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'éléments qui tombaient clairement sous le coup de la loi. On aurait très bien pu s'arrêter et repartir. Comme ça, on aurait tout va très bien, madame la marquise, ils ne s'insultent pas, ok, ils ne se mélangent pas beaucoup, mais au fond, il n'y a pas de problème. Mais finalement, on s'est dit, mais ça dit quelque chose de la société. Ça dit quelque chose de la société, ça dit quelque chose de l'école. Et c'est pour cette raison qu'on a cherché
à en savoir plus et nous sommes attachés à interroger les uns et les autres, comme dans du racisme des jeunes. L'objectif, c'était d'éviter de plaquer ces grandes notions qui sont bien commodes, mais qui font pas droit à la complexité du réel. Donc on décide d'aller demander aux professeurs comment ils interprètent ces accusations des élèves. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a 3 grandes interprétations qui vont se dessiner au fur et à mesure des entretiens. La première interprétation, c'est celle qui consiste à dire que ces accusations sont de fausses accusations, qui viennent en réalité de la malveillance de certains élèves qui sont exaspérants et qui le sont en raison de leur culture. Et c'est évidemment une vision qui... Ça commence à glisser. Ça commence à glisser. Ouais. Et immédiatement, on voit le lavé de bouclier de la part des collègues lorsque certains collègues vont faire ce type d'interprétation. D'ailleurs, on voit qu'elle n'est pas faite tout de suite. Il nous faudra pas mal de temps pour réussir à la faire apparaître. Mais lorsqu'elle apparaît, elle a au moins un avantage. C'est qu'elle permet de poser frontalement la question de la particularité. Et d'ailleurs, les innovations, je crois, pédagogiques les plus intéressantes sont celles qui vont réussir à tenir compte des particularités sans justement tomber dans cette stigmatisation ou cette manière finalement de considérer que des cultures ne seraient pas solubles dans la République, car justement, c'est pas le cas. Donc ça, c'est la défaillance culturelle qui montre au passage que cette affaire de racisme, je mets encore des guillemets ambiants, c'est pas juste entre les élèves. C'est pas juste entre les élèves. Bon, le réflexe de défense. Alors le réflexe de défense, c'est intéressant, pas dans la mesure où il s'agit, pour certains enseignants, d'essayer de comprendre ce genre d'accusations en les reliant au parcours des élèves. C'est-à-dire en voyant comment certains élèves ont accumulé au fur et à mesure des années des lacunes, des difficultés, et pris dans cette espèce de logique de l'échec, ils trouvent des excuses pour cette excuse quelque part, mais en même temps une excuse qui relié à des stratégies souvent communautaires. Les jeunes issus de la communauté turque vont, pour beaucoup, rejoindre les petites entreprises familiales qui fonctionnent très bien d'ailleurs et qui économiquement sont très efficaces dans ce tissu qui, quand même globalement, est quand même très fragilisé économiquement. Et comme ce sont des communautés qui ont réussi à passer la crise du salariat, vu qu'elles n'étaient pas salariées, et ont finalement des débouchés extrêmement intéressants sur le plan de la petite entreprise. Ce qui n'est pas du tout le cas de leurs homologues arabes. Et voilà, issus du Maghreb, qui eux ont subi de plein fouet l'effondrement de l'industrie locale, et comme ceux d'ailleurs qu'on appelle les Français entre guillemets. Et je mets une incidente quand même qui, ceux-là, issus du Maghreb, issus de cette immigration de travail qui est arrivée en France dans les années 60, 70, ne sont pas les moins attachés au territoire. C'est même eux qui ont un petit peu envie de rester, et c'est plutôt ceux qui s'identifient comme Français qui se disent « Oula, Nantes !» cette ville imaginaire, waouh, dès que je peux, je m'en vais. C'est exactement ça, c'est extrêmement contre-intuitif, et ce que Chloé Santoro a bien mis en évidence, elle montre comment les plus enracinés sont peut-être pas ceux auxquels on aurait cru. Ceux auxquels on croit, exactement. Alors il y avait une troisième interprétation que vous avez croisée, le manque de reconnaissance. Alors c'est celle qui sera la plus intéressante du point de vue pédagogique, car il s'agit finalement d'enrichir l'universel scolaire. On avait évoqué d'ailleurs lors de notre dernière visite la formule de Césaire. Il y a 2 moyens de se perdre, soit dans l'universel abstrait, soit dans l'enfermement dans les particularités. Mais l'idée de la reconnaissance, c'est de faire droit finalement à la diversité des identités, la diversité des langues, la diversité des culte dans une école, alors censée évidemment traiter également tous les élèves, mais qui est capable d'intégrer finalement ces histoires particulières. Mais il faut réussir à les articuler à un récit républicain, ce qui n'est pas simple. Mais les productions, on va dire, les plus intéressantes faites par les professeurs eux-mêmes sont justement celles où il s'agit d'inscrire ces élèves dans un récit commun, déjà là, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de choses en commun, ces élèves, parce qu'ils sont aussi des enfants de ce territoire de Nantes. Ils sont aussi issus de toute cette histoire compliquée. Et ceux-là, ils en ont souvent pas conscience. Et se réapproprier cette histoire, c'est déjà fondamental. C'est aussi s'ancrer. Un tout petit mot quand même de cette particularité. En lycée professionnel, s'il y a bien un révélateur assez connu des discriminations et également des inégalités de ressources qu'on peut trouver dans sa communauté, c'est les stages. Exactement. Et là, pour le coup, je vous cite, les élèves de la classe descendants de l'immigration algérienne et marocaine ne trouvent pas d'entreprise. Donc, exactement, voilà. Exactement. Et justement, c'est la partie de Chloé qui a regardé de manière très minutieuse comment les stages vont être obtenus.
Et il y a les stages qui vont, en fait, la plupart des stages vont fonctionner de manière communautaire. C'est-à-dire que les ressources vont être trouvées pour les uns et pour les autres sur ce type de registre. Ce qui pose quand même problème dans la mesure où l'insertion dans le monde du travail est déjà inscrite dans des logiques de particularité, de ségrégation. Et là encore, insertion ne rime pas forcément avec intégration. Dernière question, Aurélien Aramini. Si chaque situation diffère, et en creusant avec les entretiens notamment individuels, vous vous en rendez compte, ça veut aussi dire que pour aider les enseignantes et les enseignants, il ne va pas suffire d'élaborer des kits ou des grands principes généraux. Il faut vraiment leur donner une méthode pour qu'ils déchiffrent tout ce que vous décrivez dans le bouquin pour comprendre comment agir. Alors pour le dire simplement, alors c'est pas évident, avec plaisir. Je vais essayer. Disons qu'il faut lutter sur 2 fronts. Il faut lutter sur le front des représentations, c'est-à-dire enrichir le discours scolaire, comme on le fait d'ailleurs. Il y a vraiment des enseignants qui essayent de travailler sur la diversité des histoires, sur la complexité de l'histoire de France, mais en même temps travailler sur les interactions. C'est-à-dire sur la manière dont les élèves vont coopérer ensemble, la manière dont les élèves vont apprendre à travailler ensemble. Et si on ne lutte pas sur les 2 fronts, si on travaille uniquement les représentations, la moindre interaction conflictuelle va reconflictualiser les représentations. D'où la nécessité de jouer sur les 2 terrains. Ça boucle la boucle de notre entretien. Car si justement on ne travaille pas sur les interactions, le meilleur cours, la meilleure leçon sur la complexité de la République, etc., elle tomberait immédiatement à l'eau. C'est ce qui se passe d'ailleurs lors de la formation avec... en tout cas, ce qui serait le pire, c'est que les enseignantes ou les enseignants fassent comme si de rien n'était. Ce qui arrive parfois, et ça vous l'avez dit, quant aux enseignants qui font face à des situations tendues, parfois explosives dans certaines classes, ils ont globalement tendance à entériner le statu quo instauré par les élèves eux-mêmes en respectant leur ligne de démarcation et en évitant de les mélanger plus qu'il n'est strictement nécessaire. Et ça, c'est quand même problématique aussi, même si on peut comprendre. C'est pas un jugement que vous portez dans le bouquin et pas non plus de ma part quand je le cite, mais ça c'est une cata aussi. Exactement. Et on essaye alors justement d'éviter d'avoir une position de surplomb, de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais en partant de ce que les élèves et les professeurs font, voient, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On peut pas faire comme si de rien n'était. Au contraire. Parce qu'il est quelque chose, même si ce qui est, il faut toutes les qualités d'écoute dont font preuve Chloé Santoro et Aurélien Aramini dans ce bouquin. Il est vraiment absolument passionnant, lisez-le, il y a plein de paroles vraies qui reviennent, ça fait penser par moments à La misère du monde aussi de Bourdieu, quant à la méthode, j'entends, c'est-à-dire le fait de nous donner à entendre, de nous mettre en présence de cette parole, parce que ce sont des choses subtiles et un sujet beaucoup trop important pour qu'il soit traité autrement qu'avec attention et subtilité. Merci donc de nous avoir rendu visite une fois de plus, La classe fracturée, racisme et ségrégation spontanée dans un lycée pro, c'est aux éditions du Croquant et c'est signé Chloé Santoro, Aurélien Aramini. Aurélien, vous restez néanmoins avec nous si vous le voulez bien. C'est jour de cantoche. Je ne sais pas si c'était la cantoche la dernière fois que vous étiez venu, mais aujourd'hui c'est cantoche. Et donc c'est Sandra Ferreira. Et chaque semaine, nous avons rendez-vous avec vous. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Diététicienne et nutritionniste et sur le plateau repas de notre cantoche de School TV. Des repas pour les sportifs. On dit souvent manger, bouger. Donc dans bouger, c'est fête du sport, activité essentielle. Mais quand on a un enfant sportif, il y a quand même une alimentation un petit peu particulière. Déjà, est-ce qu'il faut manger plus? Vous êtes sportif, vous d'ailleurs, Aurélien? Un petit peu. Allez, tout le monde va se concentrer. Enfin, oui, pas parce moi, que les conseils que je vais donner sont pour nos chers enfants. Et ça marche pour les grands. Ça marche aussi pour les grands. Alors spécifiquement pour les enfants, il faut retenir qu'ils doivent continuer à manger 3 repas par jour plus 1 ou 2 collations. Ça, c'est tout à fait normal. Les goûters, les collations. Au goûter, mais parfois il peut y avoir une collation dans la matinée. La petite collation de 11h ou voilà, je sais pas quoi. Exactement. À adapter, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est à adapter à la faim de son enfant. Et le meilleur moyen de savoir les besoins, c'est d'écouter sa faim. C'est d'écouter sa faim. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger à son enfant avant l'activité physique? Voilà, quand il est sportif, et quand on parle de sport, on parle de football, d'une séance quand même assez en longueur. Le dernier repas, l'idéal, je parle de gros repas, que ce soit le déjeuner ou le dîner, doit être fait dans les 2 à 3 heures avant l'activité. On évite de manger à 13h et d'aller faire sa partie de foot à 13h30. La digestion... Parce qu'on n'est pas bien. Bah oui, le corps va être occupé à la digestion. Il est crevé. Et il va pas réussir. Et on joue moins bien. Et la performance est diminuée, sans parler du fait qu'on ne va pas se sentir très très bien au niveau de la digestion. Si c'est juste une collation, 1 heure suffit entre l'activité et la collation. La structure des repas, c'est l'éternelle structure qui est valable pour tout le monde. Légumes, produits céréaliers, protéines, œufs ou protéines végétales, légumineuses, viande, poisson, en dessert, un laitage, un fruit. Retenez chez l'enfant sportif que l'idéal, c'est que dans l'assiette, il y ait 1/3 de légumes et 1/3 de féculents. Souvent, on dit qu'il faut avoir plus de légumes que de féculents dans l'assiette. Moite-moite. Là, c'est plutôt
Moite-moite. D'accord. Comme vous dites, Emmanuel. D'accord, on ne fait pas moite-moite, on fait un tiers juste. Voilà. Côté collation ? Côté collation, toujours 2 éléments. Un laitage et un fruit, une part de cake avec un verre de lait. C'est toujours important qu'il y ait 2 éléments. Et puis, on évite, bien sûr, tout ce qui est très gras, frit, parce que alors là, la digestion de votre enfant va vraiment être pénible. D'accord. Les épices ? Ah bah alors là, ça faut dépend. pas. Ça dépend des habitudes de la tolérance de l'enfant. Ça. Mais c'est souvent stressant quand il y a un match important. L'enfant qui tolère une épice ne peut ne pas la supporter. On évite l'épice. Vous faites bien de le dire. C'est pas le moment d'ailleurs de commencer les pâtes complètes parce que mal de ventre assuré. Il faut éviter tout ce qui est complet lorsqu'on va faire du sport. D'accord. Et pendant l'activité physique, parce que parfois on mange pendant. Eh bien oui, et quand l'activité physique de votre enfant dure plus d'1 heure, c'est important qu'au-delà d'1 heure, il y ait une petite collation qui vienne... on boit ça toujours, on boit ça, on va en parler justement, mais la petite collation de nature sucrée, mais sucrée saine, c'est-à-dire fruits, bananes, dattes, bananes, c'est même l'idéal, des abricots secs, ce type de collation. Ok, donc on a le avant, on a le pendant, après. Alors après, pour bien récupérer, il vous faut... Ah bah après c'est la 3e mi-temps, moi je sais ça, c'est là où on... Non, Emmanuel. Enfin si vous faites glucides et protéines, c'est une 3e mi-temps à la smoothie, c'est-à-dire à la Sandra Ferreira. À la 3e mi-temps yaourt et fruits frais, ça c'est la 3e mi-temps chez Sandra, voilà. Donc voilà, ça peut être du lait avec des fruits frais, surgelés, ça peut être un lait au chocolat, du pain avec du fromage, des fruits, des yaourts, et aucunement ce que vous imaginez, Emmanuel. D'accord, et au contraire, on s'hydrate avec de l'eau. Et on s'hydrate avant, pendant, après, ça c'est important. Encouragez votre enfant à boire 1 demi-litre à peu près 2-3 heures avant l'activité. Pas forcément d'un coup, mais en tout cas que ça soit fait dans les 2-3 heures avant. Toutes les 15-20 minutes, quelques gorgées avant d'aller... Alors là, ça va être un vrai champion. Et si l'activité physique dure moins d'1 heure, de l'eau, ça suffit, hein, même avec quelques petits arômes, de l'amande, des concombres, des choses comme ça. Pas de l'eau sucrée, il n'y a pas besoin. Ou des petits glaçons faits avec du pur jus de fruits. Alors, pur jus de fruits, on fait des petits glaçons comme ça fond et ça donne un petit goût sympathique dans l'eau. Si l'effort est soutenu plus d'1 heure ou s'il fait chaud, retenez que là, les boissons pour sportifs sont intéressantes ou faites maison. Une boisson faite maison pour sportifs, c'est une dilution d'un jus de fruits 100%, un jus de pomme par exemple, moitié-moitié eau, moitié jus. Et on rajoute un peu de sel, et c'est une... du sel. Pardon ? Du sel. Oui, du sel. Alors ça peut paraître surprenant, mais quand on transpire, il y a du sel qui part par la transpiration. Et donc, il faut remettre un peu de sel. Exactement. Et surtout, je terminerai là-dessus, votre enfant sportif n'a pas besoin de boissons sucrées, de boissons gazeuses ou de jus de fruits qui ne seraient pas dilués. C'est contre-productif. Et alors surtout pas de boissons énergisantes. Et voilà. Ça sert à rien. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'il y a plein de choses dedans qui ne sont pas bonnes et qu'en plus c'est contre-productif par rapport à l'énergie. C'est pas ce dont on a besoin. C'est juste un coup de peps, il y a de la caféine, la taurine qui est un excitant. Et puis chez l'enfant, je déconseille sportif. Ah oui. Formellement. Voilà. C'est super. Le sel, je crois que c'est pour des raisons gustatives, parce que parfois on met du sel dans des trucs sucrés. Ah oui, c'est vrai que parfois on met du sel comme exhausteur de goût, ça donne un peu plus de goût. Là, pas du tout. Par exemple, moi, à la fin de mon riz au lait, racontez-moi à la recette de Philippe Conticini, là, je mets une petite pincée de sel. Ça transcende. Pas mal. Alors, on a le droit de riz au lait quand on fait du sport. Riz au lait est une très très bonne idée. Oui, quand vous voulez, vous arrivez à nous faire des trucs sympas. Parce qu'on a le féculent, on a le laitage, on a un peu de sucre, on a une bonne récupération, on a la protéine, on a les glucides. Exactement, vous avez tout écouté, Emmanuel. J'aime beaucoup, vous êtes un très bon élève. Génial. Et le sel qui permet de compenser. Sel, exactement. Et qui en plus donne du goût. Donc je pense que là, vous allez prendre quelques conseils. Je vous voyais. Oui, surtout. Vous faites ce genre de choses. C'est pour mes 2 garçons. Donc je prends note. Ils sont sportifs ? Un il fait du foot et l'autre de l'athlétisme, donc c'est parfait. D'accord. Alors si jamais vous n'avez pas tout compris. Par contre, vous allez passer du temps en cuisine, parce que vous avez vu, il faut préparer des trucs. Non, ça va prendre. Moi, non, ça va prendre. Si vous n'avez pas tout compris, vous savez, en replay, School TV. Ça prend toujours 3 secondes. Sandra, merci beaucoup. Aurélien, merci beaucoup. La classe fracturée, c'est aux éditions du Croquant, ouvrage absolument passionnant comme tous les travaux que vous menez. Et merci de nous avoir de nouveau rendu visite. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont pour le maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère pour la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et vu le grand oral, donc Aurélien Ramini en version audio sur les principales plateformes de podcast. La quotidienne vous